important donc en Chine par les réseaux sociaux, ici, donc Internet en particulier. Et donc il y a une expérience, donc un site Internet qui s'appelle Taste and Spirit. Ici. Rebecca. Alors bonsoir, merci d'être venu ce soir. Donc, je vais vous présenter rapidement la magazine tasteandspirit.com. Donc, je pense que vous comprenez très bien Taste and Spirit, ce que ça signifie. En fait, c'est la façon de savoir qu'en chinois, ça se prononce comme jouer. En fait, il y a une notion en plus, c'est de connaître et savoir apprécier le vin. Donc, voici l'ADN de notre magazine. Donc, aujourd'hui, Taste and Spirit fait partie des meilleurs. Donc, c'est le média numérique de vin le plus visité en Chine. Donc, je voudrais souligner qu'aujourd'hui, l'Internet fait partie quelque chose d'important dans la vie des Chinois. Donc, en fait, les médias numériques qui sont spécialisés, donc, par exemple celui de vin, s'en tirait enfin en bénéfice. Nous sommes fixés principalement 3 missions, donc de promouvoir la culture de vin à travers nos publications de grande qualité et quitter les professionnels et des amateurs de vin vers leur découverte, vers leur route de la découverte. Et enfin, nous créons une sorte de pont entre les producteurs de vin mondial et les consommateurs chinois. Et donc en plus de cette plateforme virtuelle, donc nous, Taste and Spirit, participe et organise activement les concours, les salons à l'échelle internationale. Et nous proposons des réels services pour la promotion de culture de vin. Voilà notre partenaire principaux, donc les géants de médias en Europe, le Figaro, le Sinem.com, donc c'est le site le plus populaire de Chine, et les hackers, donc une plateforme chinoise de e-magazine en Chine. Et ensuite, donc voilà, notre équipe de journalistes, ce sont des personnes renommées, donc M. Burchi, donc ce sont des véritables stars dans le domaine de vin. Donc aujourd'hui, ces journalistes, c'est une garantie de notre publication, et ceci est extrêmement rare dans les médias chinois. À travers ces audiences statistiques, on fait voir Taste and Spirit a une très grosse affluence de visiteurs, donc 1,5 million sur une période d'un an. Donc nous avons presque 50 000 abonnés avec un trafic mensuel qui augmente d'à peu près 25%. Et donc nos lecteurs donc, sont essentiellement, relativement jeunes, moins de 40 ans, et beaucoup qui ont eu des éducations supérieures, et autant de femmes que les hommes, et ce sont essentiellement des habitants de grandes villes et à l'étranger. Donc en fait c'est intéressant de voir ça, donc ce sont des profils typiques des consommateurs potentiels des vins importés en Chine. Donc en plus de ça, donc Weibo et WeChat, je pense que vous connaissez pas encore. Donc, en fait c'est une sorte de réseaux sociaux, en Chine, parce que les Twitter, Facebook sont interdits en Chine, donc on crée notre propre réseau social. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux recoupent à peu près 500 millions d'internautes, donc il y a une vraie influence importante sur les comportements de consommation. Ensuite, donc basé sur notre magazine en ligne, nous avons pu organiser et participer à un événement qui est très remarquable. Donc il y a le premier salon de vin biodynamie et le concours des meilleurs vins chinois. Donc, ça s'est passé il y a un mois, donc M. Burchi qui fait partie des jurys. Donc nous avons pu sélectionner vraiment quelques meilleurs vins chinois. Donc,
ce genre de manifestation qui est un peu très rare en Chine. Voilà, encore quelques événements qui étaient organisés par Tasting Spirit avec succès. Et ensuite, voilà, de notre organisation, des contacts. En tout cas, si vous voulez savoir un peu plus sur le magazine et notre activité, je serai disponible tout à l'heure pour la dégustation. Merci. Et le site est en chinois. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions sur... Oui. Oui, Jean-Pierre, vas-y. J'ai une question sur le magazine Tasting Spirit。滋味葡萄酒杂志就是你们是在什么样的一种情况下，然后创建了这么一个杂志？ Est-ce que vous pouvez nous traduire la question? Oui, je vais traduire. 可以再清楚一点。就是说你们是在什么样一种情况下，然后创建了这个滋味葡萄酒杂志？ Monsieur Babalon. Donc la question c'est dans quel contexte nous avons créé notre magazine, c'est ça votre question? Tout simplement, le marché chinois s'explose, il y a une vraie demande de connaissances sur le vin du monde, donc essentiellement sur le vin de France, mais quand même c'est quelque chose qui attire énormément les Chinois. Et je pense qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le comportement du consommateur chinois a bien changé, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de savoir plus, connaître plus. Qu'est-ce que c'est le vin, comment ça s'est passé, comment savoir qui est de bonne qualité, quel est le coût réel du vin français, mais pas français ou les vins australiens ou d'autres vins. C'est-à-dire qu'il faut une vraie éducation sur la connaissance de vin. Donc ça, sur la plateforme, donc, qui est créée dans ce contexte-là, et aujourd'hui marche bien, qui montrait comme quoi le marché est en train de devenir mature. Donc ça va prendre encore un peu de temps, et donc il y a une vraie soif de savoir plus sur les vins, vraiment de connaître. C'est pour ça en fait, j'ai oublié de vous dire, donc Tasting Spirit sera le premier média chinois qui proposera bientôt des formations sur le vin de très haut niveau. Ça comprend le W7, donc le fameux institut anglais, avec tous leurs différents niveaux, et en plus les formations sur mesure pour des particuliers. Donc tout est possible. Nous sommes prêts vraiment à lancer dans ce chemin de l'éducation en ligne et off-ligne aussi. Voilà. Pour répondre en partie aussi à la question, puisque pour la jeunesse donc, du site, donc j'ai réussi à convaincre mon meilleur étudiant chinois, donc, qui était venu, qui d'ailleurs a fait une école qui a fait HEC et une école scientifique, parce qu'on a quand même rarement eu parler de la part d'un étudiant français, alors ici, et puis un ancien de l'INSEAD, qui est sorti l'année dernière, je crois. Donc ici, donc, de se lancer donc, dans cette aventure, j'ai vu le marché est mûr, donc ici, pas qu'en Chine, donc ici, donc, il faut y aller, je vous propose donc ici donc, de vous donner un coup de main, mais il faut y aller. Donc je pense que c'est une opportunité. Et d'ailleurs, juste pour, en France aussi, vous savez, le lecteur du Figaro, il a 60 ans, le lecteur du Figaro.fr, il en a 40, et le lecteur du site internet, il en a 30, et il y a 50% de femmes. Donc, et je pense que j'ai beaucoup plus de lecteurs sur le site internet que dans le quotidien. Donc on est dans un changement d'onde assez extraordinaire, et on a la même chose en Chine. Et effectivement, grâce à vous, M. Koji, qui fait partie des initiateurs de notre magazine, en fait. Une autre question? Oui, il y a un vaste débat récurrent que je ne veux pas réouvrir ce soir, mais je voulais juste avoir un éclairage sur la partie chinoise qui peut concerner tous les intervenants. On parle de la mise en avant du cépage sur les étiquettes versus le château, donc c'est ce débat-là. Qu'en est-il en Chine? Est-ce que les Chinois s'intéressent justement au château ou plus au cépage, et qu'en est-il pour les vins français? Alors, il y a sûrement Dominique qui a peut-être une réponse. Oui. J'ai pas de réponse. Tu vois, je vais vous répondre en vous disant la chose suivante. Ça fait finalement très longtemps que je vais en Chine, et à chaque fois que je rentre dans ce pays, on me dit alors qu'est-ce que vous en pensez. Et je raconte cette anecdote d'un grand professeur du
d'une université américaine qui était parti pendant 8 jours en Chine. Quand il est revenu, il a écrit un livre, et tout le monde lui a dit « Oh là là, monsieur le professeur, c'est merveilleux, vous avez tout compris de ce pays. Il faut que vous reveniez présenter ce livre. » Il est revenu, il a passé 1 mois ou 1 mois et demi, il a écrit un article, et alors là, on lui a dit « C'est merveilleux, vous avez vraiment compris dans cet article, c'est extraordinaire tout ce que vous dites. Il faut vraiment vous passer plus de temps pour venir enseigner en Chine. » Et donc il quitte Harvard, il va s'installer pendant 1 an en Chine, et quand il revient, il dit « Là, vous allez nous sortir un truc incroyable. » Et il dit « J'ai rien à dire, plus j'y vais, moi je comprends. » D'autres questions? Précisément, pardon, dans ce cas-là, est-ce que dans l'équivalent des liquor stores, des boutiques en Chine, aux États-Unis, on a Je vais quand même répondre à le Cabernet, etc. Ce qui intéresse les Chinois aujourd'hui, c'est qu'ils ont une bonne connaissance des différentes régions. Alors je pense que la région devient un élément important de l'étiquette. La deuxième chose, c'est qu'ils ont des cépages assez forts, et même s'ils ne sont pas tout à fait comme les anglo-saxons intéressés par un chardonnay ou un cabernet, ils vont bien apprécier l'assemblage, et il leur faudra donner 2 éléments sur l'assemblage. Et après, le nom du château n'est pas suffisamment puissant et fort, sauf dans certaines couches de population. Par exemple, pour les vins chinois, je parle. La Lafite, par exemple, est le vin le plus connu en Chine, et de loin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de copies. Peut-être pour les vins un peu plus récents chinois, Grèce Vineyard est très connu. Et donc, en dehors de ces quelques marques qui sont très peu nombreuses, et en dehors également des marques de grosse cavalerie comme par exemple Dynasty ou d'autres vins un peu plus populaires, il n'y a pas de mémorisation des noms encore très forts. Donc il y a la région qui apparaît aujourd'hui, l'assemblage des cépages d'assemblage, et puis maintenant la marque du château peut-être. Voilà, c'est un peu la hiérarchie. Mais tout ça évolue avec une vitesse tellement fantastique qu'on ne peut pas tellement, on ne peut pas faire une étude de marché sur ces choses-là. Oui, je pense que toutes les positions, tous les trucs sont possibles. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, il n'y a pas de vrai de marbre en Chine aujourd'hui, en dehors de Castel, c'est tout. Il n'y a pas. Souvent, on donne des indications de cépage. C'est vrai que les cépages bordelais, Cabernet et Merlot sont certainement les cépages les plus connus et, je dirais, les plus appréciés, si on juge le marché. Et après, il faut voir, la taille du marché est extrêmement grande. Il n'y a pas réellement, en dehors des produits chinois, bien entendu, il n'y a pas réellement aujourd'hui de produits avec à la taille de la Chine et qui soit distribués avec une marque qui soit connue et reconnue par l'ensemble de la Chine. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un château particulièrement, on doit bien entendu de la Lafite qui a été cité, mais en dehors de ça, par contre le cépage est quand même important parce que c'est normal, le consommateur cherche à se rapprocher et à comprendre ce qu'il a. Merci. Une autre question d'abord, pardon. Non, je voulais simplement apporter un petit éclairage. Il y a quand même plusieurs marchés au niveau des consommateurs. Il y a d'abord, moi, pour vous situer, j'ai vendu des vins de cépage du Languedoc en Chine à partir des années 90. Puis j'ai vendu 2 marques de champagne, Nicolas Feuillette et Jacquard. Et je peux vous dire que il y a aujourd'hui clairement 3 gros marchés. Il y a effectivement le marché de Horeca ou CHR qui a toujours été assez sophistiqué. Il y a le marché de d'une intelligentsia ou en tout cas d'une grande culture, de gens qui ont une grande culture, où là on peut rapprocher ces consommateurs des consommateurs justement japonais ou de Hong Kong ou de Taïwan. Et puis il y a toute une clientèle qui est en train d'exploser en ce moment, qui est beaucoup plus consommatrice de vin d'entrée de gamme, ou souvent d'ailleurs, pour qui souvent le vin a remplacé les spiritueux, justement, comme le disait M. Castéja tout à l'heure, de l'époque où, quand on faisait des fêtes familiales ou des mariages ou des banquets professionnels, ça se passait au cognac. Maintenant, ça se passe au vin rouge. Et au vin rouge qui souvent, effectivement, vient de régions, soit Chili, Australie, etc., soit Languedoc, en s'appuyant beaucoup sur les vins de cépage. Mais la notion de vin de cépage est une information qui permet aux consommateurs néophytes
de se cultiver progressivement au vin. C'est pas une fin en soi. C'est pas une marque en soi. Oui, quand on va dans les salons, qui ne sont pas dans les salons professionnels, mais les salons grand public, ce qui est extraordinaire, c'est ce public qui a 25-30 ans et qui a soif de connaissances. Et ensuite, un autre public qui en a plutôt 30-35 qui ont fait une fortune, qui dans l'informatique, qui dans la médecine, ici, on est au même moment, comme dans les années 70, comme quand il y a Goemio se sont installés, donc ce sont des gens qui n'étaient pas de la presse de la gastronomie, qui ont su traduire en langage, donc évidemment tous ces gens-là n'avaient pas envie de prendre des grands plats en sauce, donc ici, donc il y a eu des formules choc, le poison rose à l'arrêt, donc ils ont créé d'ailleurs une nouvelle cuisine pour ce public-là, et on est à ce moment au même stade en Chine, c'est-à-dire un nouveau public qui apparaît, qui a soif d'apprendre, qui a quelques moyens. Et donc, avec un public très différent entre 20, 25, 30, 35, et ça fait quasiment 4 publics qui s'enchaînent ici, et qu'on voit bien donc, dans les salons de grand public, qu'on a vu en partie au Cial, donc à Shanghai, ici, donc, et qui est un public très intéressant. Il y avait une question tout à fait. En fait, j'ai une question d'actualité, en fait. Donc, comme la Commission européenne a décidé de taxer sur les producteurs photovoltaïques qui viennent en Chine. Et le gouvernement chinois est en train de faire une étude, en contrepartie, une étude sur une taxe supplémentaire sur les produits du vin qui viennent d'Europe. Donc est-ce que, en tant que président de l'organisation professionnelle en France, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que c'est possible d'avoir une guerre commerciale entre la Chine et l'Europe, et surtout pour les vins? Il faut qu'il y ait passé plusieurs heures déjà aujourd'hui. Quelles sont les conséquences que vous... Si j'avais la réponse, je vous la donnerais avec grand plaisir. Je ne sais pas. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, comme le monde en règle générale est en crise et qu'il faut trouver des solutions et des moyens, c'est vrai que la guerre économique est un des moyens. C'est sûr que à ce niveau-là, les vins sont beaucoup pris en otage, parce que je veux dire qu'il n'y a pas vraiment de réel dumping. Ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, en fait, c'est comment la Chine va mettre en place, ou ce qu'elle a l'intention de mettre en place, pour faire cette enquête. Vous savez que quand on diligente ce genre de choses, il y a un délai qui est de 1 mois ou 2 mois, pendant lequel on prend une population d'entreprises qui sont analysées, et les fonctions de cette analyse et les réponses que font les entreprises, il y a des mesures de rétention ou des mesures qui sont prises ou pas prises. Alors ce que l'on ne sait pas, parce que aujourd'hui c'est au niveau européen, ce que l'on ne connaît pas, c'est quel va être l'échantillon, comment va-t-il être prélevé, combien il y aura de Portugais, de Grecs, de Maltais, enfin, de tous les pays qui produisent du vin, et après quels sont les critères qui vont être utilisés. Donc aujourd'hui on est vraiment dans un brouillard un peu compliqué, et c'est quand même, comme je vous l'ai dit, c'est quand même pour les Français c'est une grosse question, puisque quand même la Chine plus son compte, c'est le 3e poste d'exportation français. Donc il y a c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup d'investissements qui ont été faits par les entreprises, par leur présence, par leurs investissements, etc. Donc je pense que c'est une question extrêmement grave. C'est vrai que aussi il y a une question qui peut un peu interpeller, c'est que quand on a interviewé les Français pour savoir quelle était leur opinion, il faut dire quand même que 65% à peu près des Français trouvent que les mesures applaudies par la France de rétention pour les panneaux photovoltaïques, que nous ne produisons pas d'ailleurs en France, a été absolument plébiscitée. Donc voilà, c'est pas... il y a beaucoup de travail à faire dans la rue. Comme le remarque, le vin est toujours un symbole. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est régulièrement pris en otage. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ici, et puis d'autre part, donc, le déséquilibre des échanges entre la Chine et la France est quand même très important. Et la Chine n'a pas forcément beaucoup à gagner dans cette guerre, puisque le rapport va au moins de 1 à 5. Voilà. Oui. Pardon, oui. Bon.
Merci. J'ai une question sur la fiabilité des chiffres que vous indiquez, parce que j'ai un peu l'impression qu'on mesure sous lampadaire, et puis en dehors de lampadaire, on ne voit pas ce qui se passe. L'été dernier, j'ai passé 15 jours de vacances à Hainan. C'est une espèce de l'île un peu tropicale tout à fait sous la Chine. Il n'y avait pas d'anglais, pas d'européens, il y avait des Russes et des Chinois. J'étais avec des amis sino, des Russes de la partie tout à fait orientale et des Chinois. Il y avait des magasins de luxe, par exemple de cigares, etc. 300 mètres carrés de cigares de toutes sortes. Enfin, j'avais vu des magasins comme ça en Europe. Et aussi, même chose pour le vin. Et j'ai cherché des de vin, bien sûr, le rayon de vin. Et au début, j'ai cru qu'il y avait pas mal de vins européens, mais en fin de compte, à 80%, c'était des vins chinois qui avaient des apparences de vins européens très bien imités. Enfin, ce n'était pas des copies, mais c'était exactement la même inspiration. Et j'ai mis beaucoup d'efforts à trouver un vin portugais, un vin espagnol, pas de vin français. Et mes amis chinois, eux, achetaient uniquement au prix, en fait. Donc il y avait toute la segmentation de vins imaginables, et eux se calaient uniquement sur le prix. Donc je me demande, vous mentionnez la fiabilité des chiffres, quels sont un peu les points de mesure qu'on a? Est-ce qu'on ne se berce pas un peu d'illusion en parlant de 60% de part de marché pour les vins français? Les vins étrangers, les vins importés. Il y a une chose que l'on connaît, c'est les vins que la France exporte. Oui, des vins importés. On connaît quand même les vins. On connaît les vins exportés français. Oui. On sait combien la France exporte. Mais j'ai pas un peu l'impression qu'en mesurant à Shanghai. Non, mais on ne mesure pas ça. On mesure les exportations de la France. Ailleurs dans le pays, on mesure. Ce sont des statistiques douanières. Donc là, je dirais, il y a 2-3%, 2% qui peut aller et venir, mais c'est pas. Donc on sait bien mesurer ce qui est importé uniquement finalement. Enfin, on sait déjà mesurer ce qui est exporté de la France. On sait, oui, on sait ce qui est importé. Pas importé, il y a une partie qui passe sous le manteau, mais ça passe sous le manteau depuis Hong Kong. Donc on mesure, on compte, c'est pour ça qu'en fait, on additionne, moi j'additionne Hong Kong et la Chine, parce qu'il y a une consommation Hong Kong forte, mais il faut additionner Hong Kong et la Chine, autrement, là on ne sait pas mesurer combien passe de Hong Kong sur la Chine. On sait en matière de vin très cher, une grosse partie passe de Hong Kong par Hong Kong. Parce que, comme l'a dit Bernard Bucci, on paye une mule, des mules, c'est-à-dire des gars qui passent, on a le droit de passer 2 ou 3 bouteilles, je ne sais pas bien, donc ils prennent le train à Hong Kong, ou le métro, et ils passent à Shenzhen. Et là, ils repassent de l'autre côté. Vous avez des voitures avec des doubles fonds. On a des mesures de consommation locale. Oui, nous, Villexpo fait une étude tous les ans avec un cabinet britannique spécialisé et on sait, le cabinet a estimé la consommation de vin domestique à 80%. Je voulais juste rajouter, je pense que deux choses. Donc déjà, à Hainan, franchement, c'est pas là où vous avez le meilleur. Non, il y a ça qui empêche là. Il y a des espèces de tours de science-fiction qui sont sur une test artificielle. C'est impressionnant. Il faut une production locale. Il faut une production locale, et il faut une production locale qui soit supérieure à la production importée. Ça veut dire que le produit s'installera dans le pays. On l'a vu aux États-Unis, on a parlé tout à l'heure des États-Unis, il y a 40 ans, il y a 35 ans, le marché américain a basculé et on a vu arriver la production qui s'est vraiment développée de la Californie et d'autres États, et la production américaine a, si vous voulez, fixé l'habitude de consommation du vin. Et aujourd'hui, le premier pays consommateur de vin du monde, ce sont les États-Unis. Et je pense que demain, ça sera, si ça continue comme ça, ce sera la Chine. Mais la plus grande partie de la production sera bien entendu chinoise. Et il faut qu'il y ait une industrie locale, autrement ça ne peut pas tenir. C'est pas un marché local. Et aux États-Unis, pour les vins français, le meilleur marché, c'est la Californie. Parce que justement, et la côte est. La côte est aussi. Il y a 5 et la côte est. Il y a deux choses aussi, c'est que la Chine, ça marche un peu particulier à rapport à ailleurs, c'est-à-dire que essentiellement, surtout les vins importés, particulièrement le vin de France, sont essentiellement consommés en trade, donc c'est-à-dire tout ce qui est café, restaurant, hôtel. Ça c'est vraiment les vins français, vous consommez beaucoup plus dans ce endroit-là que vous
trouvez beaucoup moins dans les magasins. Donc ça c'est pas assez particulier, vraiment. Les vins français qui offrent à peu près 10% des importations chinois, trouvez essentiellement dans les entrées. Bien, une dernière question. C'est un commentaire sur ce que j'ai entendu à l'instant sur les importations de vin. Un point important à connaître, c'est que dans la législation chinoise, est réputé chinois un vin qui est mis en bouteille en Chine. Et donc 80% de vin chinois bu en Chine, ça veut dire que 80% de vin réputé chinois. Pas nécessairement c'est pas que en Chine. Voilà, et il y a notamment du vrac qu'on ne connaît pas, on n'a pas bien identifié la provenance, qui surtout dans les vins chinois. Si, on l'identifie aussi. Les exportations de vin en vrac sont très... En France, oui. En France, les Chinois, pas toujours en France. Ils incluent des vins Jean Maltais dans le vin, dans les statistiques du vin. Donc il y a une partie des vins à base de riz, sont inclus dans les vins. Et puis également, une réponse qui avait des choses quand il est dit sur le goût du vin, j'avais envie d'apporter une précision qui me paraît intéressante, c'est que le goût du vin pour les Chinois, je parle de ça, je me présente en 2 mots, j'ai créé l'édition chinoise de la Revue du vin de France à Pékin il y a 3 ans. Et dans le travail, j'ai pu constater que le goût du vin chinois est vraiment porté de manière déjà très ancienne. Li Pai, le poète de l'an 800, dynastie Song, si je ne m'abuse, a fait des très beaux poèmes sur l'ivresse du vin de vigne. Donc il y a une tradition, c'est un aliment de médecine, un médicament, comme on dit un peu mochement en français, mais c'est un aliment de la santé. J'ai vu au moment des Jeux olympiques de 2008 des promotions de vin assorties des anneaux olympiques pour faire un parallèle entre la santé du sport et la santé par le vin. Et la couleur rouge du vin est aussi un symbole de bonheur et de santé. Et donc, dans le goût du vin chinois, il y a cette dimension santé traditionnelle qui est un point essentiel du développement, notamment sur vous parliez tout à l'heure, Philippe Castéja, du développement des vins rouges, un peu surprenant en Chine, mais il y a cet aspect symbolique qu'il ne faut pas oublier, qui bien sûr explique pour une très large part ce succès des vins rouges. Je n'avais pas pensé. Ça a été souligné aussi avec l'attention par les gouvernements chinois qui veulent justement réduire la consommation d'alcool. Bien sûr. Donc il y a les alcools blancs, consommation baisse.